Lui, c'est Michel Berruet. Il a 78 ans. Et dans les années 70, apprenti, il rachète une petite chocolaterie à son patron et propulse un produit vendu dans le monde entier, le Kernon d'Ardoise. 35 tonnes par an, 400 points de vente en France et un produit exporté au Japon, aux États-Unis ou en Allemagne. Un seul produit, lancé depuis Angers, sans levée de fonds et sans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il va nous donner sa vision sur la réussite, sur le monde de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui et ce qu'il a appris durant toute sa carrière. Merci beaucoup Michel d'être avec nous dans le podcast de Cube. Bonjour. On va explorer ensemble ton parcours qui est vraiment incroyable. Tu as repris et monté l'un des chocolats les plus connus en France, à Angers, et que tu l'as exporté dans le monde, le Kernon d'Ardoise. Tu nous expliqueras comment cette idée vous est venue et comment tu l'as exporté. Un chocolat qui t'a même amené jusqu'à l'Élysée, notamment. Tu nous raconteras des anecdotes avec Jacques Chirac. Tu as revendu ta boîte ensuite. Donc, un parcours vraiment incroyable. J'adore recevoir des personnes qui ont, comme je m'amuse à le dire souvent dans les podcasts, fini la quête principale du jeu vidéo. C'est comme ça que je présentais aussi Emmanuel Picot, que tu connais sûrement, puisque c'est des figures angevines qui ont réussi à exporter. Est-ce que tu peux nous dire justement quelques mots sur ton parcours et qu'est-ce que c'est le Kernon pour ceux qui ne connaissent pas encore, s'il te plaît? Alors, mon parcours à titre personnel est relativement simple. Je suis issu d'une famille de petits agriculteurs. Et donc, n'ayant pas été ni au collège ni au lycée, parce que mes parents ne pouvaient pas nous offrir ça, je suis rentré donc en apprentissage. Donc, je crois qu'on est J'étais dans un contexte qui, à l'époque, n'était pas très valorisant, parce que l'apprenti, c'était un petit peu le dessous de ce qui n'allait pas aux études. Mais là, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est très à la mode, c'est très bien. J'en suis fier et j'en ai été beaucoup l'artisan du développement de l'artisanat en tant qu'élu chambre des métiers. On pourra en reparler. Donc, mon parcours à moi, à 14 ans, on part en apprentissage, rue des Lys, dans une pâtisserie qui s'appelait La Petite Marquise. Et donc là, 3 ans d'apprentissage, 2 ans comme jeune ouvrier, et je suis resté dans l'entreprise. Mon patron m'a dit tu restes. À l'époque, c'était ça. Je reste. 2 ans d'armée, enfin 18 mois d'armée, pardon. Et donc, au retour, mon patron me dit tu reviens. Voilà. Donc, l'histoire avec mon patron d'apprentissage, sachant qu'un patron d'apprentissage à notre époque, c'était notre deuxième famille. J'ai passé plus de temps avec eux qu'avec mes parents. Mais quand je suis rentré en apprentissage, il y avait une jeune fille qui rentrait en apprentissage aussi. Cette jeune fille est devenue mon épouse. On a fait notre parcours. Elle était apprentie vendeuse, elle est restée. Et donc, à 21 ans, on s'est mariés. Et moi, j'avais toujours comme revanche de m'installer. Je n'avais pas été aux études. Donc, pour moi, c'était clair. La promotion sociale, c'était de s'installer. Donc, nos patrons d'apprentissage, qui étaient une deuxième famille, à 22 ans, on est allé le voir en disant voilà, on veut s'installer. Et à l'époque, les patrons d'apprentissage prêtaient de l'argent, parce que la banque ne pouvait pas nous prêter beaucoup, étant donné qu'on n'avait pas de sous. Ok. Voilà. Ils nous disaient bon, je t'aide à t'installer. Et nous, on voulait acheter autre chose qui nous aide à nous installer, nous conseiller. Et en fait, il nous a dit vous attendez, vous resterez là. Donc, le début du parcours d'entreprise, ça s'est passé après. On est resté là. On a repris l'entreprise en gérance, n'ayant pas de fonds. Ce qu'on appelait à l'époque une gérance libre. Aujourd'hui, on appelait ça autrement. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on travaillait pour nous en mettant de l'argent de côté, en payant une redevance au propriétaire de la petite marquise. Ça, c'est une chose. Mais pour les Kernons, pour revenir au Kernon, moi étant jeune apprenti, j'avais 14 ans et demi, 15 ans, lui arrivait de région parisienne et il avait été installé après à Soissons. Et à Soissons, il avait fait un petit chocolat qui s'appelait le haricot de Soissons. Ok. Voilà. Et quand il est arrivé en Anjou, qu'il ne connaissait pas, il s'est dit je vais créer une spécialité par rapport à l'ardoise. Ça a démarré comme ça. Et moi, en tant qu'apprenti, on en parle dans le petit livre et c'est pas une légende, comme on faisait partie de la famille, parce qu'on était logés, nourris. Donc les journées commencent à 6 heures le matin et se terminaient le soir quand c'était fini. Hein. Et avec lui, il me prenait avec lui et on découpait les petits morceaux de nougatine, les essais. Donc moi, j'ai connu les Kernons vraiment le petit démarrage, sans savoir ce que ça allait devenir, sans savoir d'ailleurs que je reprendrais ça. La création des Kernons s'est faite comme ça. Donc, 77, on prend l'entreprise en gérance.
Et donc, on avait la licence des Carnot, bien sûr, puisque c'est marque, modèle déposé, brevet, etc. Donc, après, on a acheté l'entreprise, on a acheté comment ça s'appelle, les brevets, la marque. Tu te souviens combien à l'époque? C'était dans le prix du fonds de commerce. C'était dans le prix. Bah, c'était pas beaucoup valorisé, en fait, elle existait. Alors, en gros, en 77, quand on a repris, on en faisait 300 kilos par an. Ok. Voilà. Et puis l'échelle, moi, quand je suis parti en 2007, on était à 18 tonnes. Et aujourd'hui, mes successeurs, avec qui je suis en très bon terme, même très très bon terme, sont à 38 tonnes, je crois. Par an. Voilà, par an. Ah, c'est énorme. Hein, sur un monoproduit, oui. Oui, sur un monoproduit, oui. Voilà. Donc, quand on a repris, nous, 300 kilos, et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Dans ma petite tête d'entrepreneur, parce que je voulais pas rester Les bras croisés, ouais. stagner à faire des croissants, des gâteaux, des éclairs. Non, non, je voulais devenir chef d'entreprise, quoi. Je voulais pas. Mais c'était pas commun à l'époque C'était pas très commun à d'être l'époque. entrepreneur, ouais. Oui, c'est vrai, c'était pas commun d'être entrepreneur parce que beaucoup vivaient de leur. On pouvait très bien vivre de pâtisserie pure. Et aujourd'hui, on revoit ça. Enfin, on parlera d'avenir tout à l'heure, peut-être. Le constat que je fais Ouais. sur ce qui se passe Oui, complètement. aujourd'hui. Ouais, ça m'intéressera effectivement de voir un peu Oui, voilà. ta vision Par rapport à ce aujourd'hui sur métier, oui. l'entrepreneuriat. Mais donc, dans les années 60, quand le produit il est créé et que toi tu le reprends quelques années plus tard, c'est pas du tout un standard. Il n'y a pas de facilité Non, bancaire, il n'y a pas de vidéo sur YouTube, il n'y a non, voilà. pas Internet, quoi. Oui, pour se faire connaître, c'était compliqué. Ouais, Hormis complètement. la clientèle locale, le bouche à oreille, c'est tout, oui. Et justement, tu soulignes un point très important, c'est un monoproduit. Oui, Je crois que vous avez jamais changé la recette. jamais. C'est quoi ta vision aujourd'hui sur justement des entrepreneurs qui changent beaucoup, qui pivotent tous les 6 mois, alors qu'a priori, l'une des recettes de votre succès, c'est justement de ne pas avoir changé la recette du Carnon pendant 40, 50 ans? Oui, alors ne pas avoir changé la recette, moi je dis que c'est on peut pas appeler ça une réussite, on peut appeler ça un petit peu bah, de toute façon c'est une chance, non, parce que le client a toujours suivi. Mais moi, mon souci a toujours été, ayant un monoproduit, de toujours chercher à développer autre chose à côté. Ouais, Pour ne pas, parce qu'un monoproduit, ça peut avoir une durée de vie. Ça a une durée de vie puisque c'est années 60 et comment dirais-je, ça a toujours le même succès. c'est quoi la différence justement entre un produit qui est un succès pendant 60 ans et un produit qui fait le buzz? Alors, je pense que ce produit, il a démarré tranquillement, il a grandi tranquillement. Alors, c'est une référence à l'ardoise qui aujourd'hui on en joue. L'ardoise, on demande à la génération qui arrive, peut-être telle que vous, quand on parle d'ardoise à Angers, si on n'est pas angevin, on ne sait plus. Il y a plus Il de n'y a plus de mine, il mine y a plus d'ardoise, de ouais, voilà. Trélazé, c'est fermé. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a un autre. Moi, j'ai toujours dit, il y a un autre critère. C'est un chocolat bleu. Ouais, Et je pense que parce que bleu en alimentaire, c'est pas une couleur à choisir, surtout sur un produit. ok. Et c'est tellement surprenant que ça interpelle. Et moi, je l'ai beaucoup vécu avec des clients. Oh, un chocolat bleu, vous goûtez? Ah ben oui, c'est quoi? Ça rappelle l'ardoise. Je pense que ça aurait été un chocolat noir ou lait, ça aurait été plus commun. Alors, deuxième aussi, je pense que c'est tout ce qui est emballage, boitage, que moi, j'ai déjà beaucoup fait évoluer. Ça a toujours été mon souci de changer les boîtages, parce qu'il y a une gravure déposée, D'accord. mais de la moderniser au fur et à mesure. On avait des boîtes carton, pardon. Moi, je suis passé aux boîtes fer dans les années, je ne me rappelle plus, 95, quand la mode des boîtes fer est revenue. Ok. Là, j'ai fait faire des boîtes fer et on en a vendu, on en faisait par. Alors, on les a conditionnés en boîte fer. Ils ont encore une sorte de boîte fer qu'ils ont gardé. Alors, on a eu aussi en développement, comme beaucoup de chocolatiers de ma génération, la confiserie, la chocolaterie est rentrée dans le marché du cadeau. Oui, exact. Ok. Faut pas l'oublier. C'est comme ça qu'il faut la classer parce que c'est pas du nécessaire comme du pain, etc. On offre. Et moi, avec mon épouse, on s'occupait donc de promouvoir tout ça. Et on a toujours fait attention à avoir des sachets au prix d'un bouquet de 6 roses. Pas du foie, mais 6 roses. Ah, ok. Ok. Voilà, on avait un fleuriste à côté dans la rue. Et quand je sais pas, je me rappelle plus moi à l'époque, on conclut, enfin, pour pas être plus cher qu'un bouquet de roses.
C'est ce que j'allais te dire, c'est que tu Voilà. offres soit du chocolat, soit des Soit fleurs aujourd'hui. voilà, Ouais, complètement. hein. Alors je pense que le succès, ça a été aussi on a beaucoup travaillé sur les conditionnements, sur la présentation et puis on s'est donné aussi les moyens de faire des salons, hein. Tout à l'heure, on parlait comment on l'a développé, à la revente et pouvoir toucher des clients étrangers, c'est par les salons à Paris. Et justement, on verra comment vous avez fonctionné très longtemps sans internet et si internet a été un vrai accélérateur. Juste avant ça, est-ce qu'on peut se remettre justement dans les années 60-70, quand tu passes du côté artisan à entrepreneur, que tu t'assois autour de la table avec ton ancien patron pour lui dire: «Moi, je vais racheter et je vais le développer». Est-ce que, voilà, tu as peur au début de te lancer là-dedans? Est-ce que c'est évident? Quelle est la fibre qui fait que tu passes d'artisan à entrepreneur? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment de bascule de ta vie entrepreneuriale, finalement? Le moment de bascule a été assez simple, hein, c'est ne pas avoir peur, OK, pas réfléchir, travailler. Parce que moi, j'ai emprunté, je crois que le fonds, on l'avait racheté à l'époque en francs 1 500 000 en 77, ça faisait quand même des sous. OK. Quand on n'en a pas, Ouais, complètement, ouais. on engage tout le monde, la famille. Tu as fait avec une banque? Oui, oui, on a fait avec les banques, oui, quand même. Oui, oui. Oui, oui. On a une partie qui a été prêtée par les banques, mais enfin, le reste, Ouais, il faut le mettre de sa poche, ouais. voilà. Ouais, bien sûr. Hein. Mais non, non. Non, non, j'ai pas eu peur. Puis basculer à entrepreneur, bon, l'entreprise était petite, elle a grandi, parce qu'en même temps que ça, j'ai développé une partie traiteur aussi, hein. D'accord. On a fait beaucoup d'organisation de réception. Donc, oui, j'étais. Voilà, je voulais. Donc c'est la partie traiteur qui a alimenté au début Alors, la le partie décollage du traiteur, Cardon? oui, a aidé aussi à décoller, même les cardons, parce Ouais, que vous les on, vendiez du coup, à travers le on traiteur? nommait, sur les tables au dessert, au café, on mettait des cardons. Ouais. Hein, c'était de la communication, parce qu'on n'avait pas Internet, on n'avait pas les réseaux, on Ouais, n'avait bien pas tout sûr. ça. L'effet de réseau? Ça fait le réseau, Ouais, voilà. J'ai rien inventé, hein, quand comment même. dirais-je, Mieux exécuté que les autres au moins. oui, on aurait pu, par rapport à l'artisan, à l'artisanat, moi, j'ai pas hésité à sortir. OK. Je suis pas resté au fond de mon laboratoire là. Je suis sorti. Après, j'ai été élu chambre de métier, etc. Donc, je me suis beaucoup investi à l'extérieur, mais ce qui m'a permis de développer l'entreprise aussi. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent travailler avec des amis, avec la famille. Toi, tu as fait le choix de, travailler justement avec ta femme. Est-ce que ça a été un bon choix? Est-ce que finalement, c'est tout le temps les prises de tête à la maison, vous décrochez jamais? Ou est-ce que c'est un accélérateur fabuleux de business justement? C'est quoi ta vision là-dessus? C'est un vaste débat, ça, hein. Aujourd'hui, ça se fait moins. Mais nous, à l'époque, c'était un projet commun. Elle était issue de famille comme moi, hein. L'apprentissage en 60, voilà, c'était comme ça. Et on avait un projet commun, tout simplement. Et on a toujours travaillé ensemble sans aucune, comment dirais-je, on mélangeait pas le privé. On était au travail toute la journée, terminé. On était deux associés, on était associés. D'accord. Hein, faut le savoir, parce que moi j'ai toujours voulu qu'elle ait un statut, parce qu'à l'époque la femme d'artisan était sans statut, donc il arrivait quelque chose. Tandis que là, nous, on a toujours été, dès qu'on est pensé en société, on était associés, mais on a toujours séparé le travail et, comment dirais-je, la vie privée. Et les projets étaient communs, hein, quand on décidait de développer des boîtages, des choses comme ça. Donc, non, non, c'était des réflexions communes, Et très complémentaire du coup, très ça. Ouais. complémentaires. OK. Et tu as réussi à transformer cette boîte sans lever d'argent. Là aussi, c'est un modèle très Non, intéressant. parce qu'on l'a fait par palier, en fait, Ouais, c'est ça. ce qui n'est pas simple non plus. Et ben justement, ton regard aujourd'hui sur, des entrepreneurs qui veulent vite lever de l'argent pour aller très vite, parfois trop vite, versus le modèle un peu qu'on appelle bootstrap, donc démarrer de zéro et y aller par palier. Est-ce que si tu devais refaire l'aventure aujourd'hui, tu lèverais de l'argent ou est-ce que tu ferais la même chose? À un moment donné, ça m'aurait arrangé, oui, OK. sûrement, parce que le problème des paliers, c'est pas facile en entreprise. Le problème des paliers, à un moment, on est trop juste, on réinvestit, faut recourir après le chiffre pour. Après, moi, je me suis posé des questions des fois. Est-ce que si je m'arrête au milieu, là, je suis bien, je gagne ma vie. Puis non, l'esprit d'entreprise, ben, c'est on continue, hein. Il y a jamais un moment où justement tu t'es dit, «Là, c'est trop dur, j'ai envie d'arrêter»? Non, parce que je me suis toujours posé. OK. Je n'ai pas subi de ras-le-bol comme on entend des fois moi j'entends des fois des chefs d'entreprise ou des interviews où là: «Ouais, j'en ai marre, on n'y arrive pas», non. Puis moi, j'ai toujours su m'entourer de conseils aussi, hein. C'est Puis important et justement j'ai dans ton fait âge, ouais. beaucoup de formations. OK.
Dans quoi, par exemple? Sur la comptabilité, la communication? Bah, déjà de la gestion, oui, j'avais Ouais, passé mon brevet de maîtrise, j'avais passé de la gestion, j'avais même fait une année de psychopédagogie, pour à la limite, enfin, j'avais à l'époque le titre, j'aurais pu enseigner en chambre des métiers ou en d'accord, lycée hôtelier. OK. Oui, j'ai toujours, regardé un petit peu, j'ai compensé ce que j'avais pas appris, voilà. Et puis bon, j'ai été élu, beaucoup, donc chambre des métiers, j'ai fait plusieurs mandats, puis la profession aussi, là, j'ai fait beaucoup de donc j'ai rencontré beaucoup de monde et puis je me suis formé et mon personnel était formé aussi. C'est amusant ce que tu dis sur les difficultés des entrepreneurs. On a reçu il y a quelques, épisodes justement un entrepreneur qui travaille aussi dans le milieu du chocolat, mais plutôt avec les réseaux sociaux et qui nous disait, mais il est très jeune, hein, la trentaine, qu'avec le covid, qu'avec les gilets jaunes, c'était compliqué. Toi, tu as 30-40 ans, de métier, donc tu as vu passer justement, les chocs pétroliers, tu as vu passer la guerre froide, tu as vu passer des trucs tellement plus longs et compliqués, tu t'en es sorti. C'est quoi la recette du succès pour justement passer toutes ces difficultés-là et avec le recul se dire: «Bon, a priori, c'était pas infaisable, quoi». Comment passer ces moments-là? Oui, on a eu des moments difficiles, hein. Moi, je me souviens, 90-91, là, j'avais refait des gros travaux, on avait refait le magasin, mais on avait tout rasé, heu, un très gros investissement. C'est on était après bon, à l'époque, on faisait un magasin, on prenait 10 de chiffre d'affaires, hein. OK. Donc après, l'année d'après, je refais le labo, l'année d'après, la guerre du Koweït. Bah, pendant 3-4 mois, c'était et puis à l'époque, je faisais du traiteur, donc il y avait plus de cocktails dans les chambres de commerce, un peu partout. Tout était en berne, et bon, bah, on met le coude devant, puis on attend que ça se passe, hein. Mais là aussi, bon, faut aussi garder un peu de trésorerie, il faut un peu, voilà. OK. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Des jeunes, c'est ce que j'ai conseillé à des jeunes et on peut pas acheter un comment dirais-je? Une entreprise, une maison, un machin, un truc en même temps, hein. Faut y aller par paliers. D'abord, on monte sa boîte, après on achète une maison ou l'inverse? Bah, à mon avis, c'est un petit peu ça, mais enfin bon, faut conjuguer les 2. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais justement à la place d'un entrepreneur aujourd'hui avec la situation géopolitique tendue, avec, Trump, avec, l'Iran, avec le canal, d'Ormuz qui est bloqué? Tu ferais quoi toi aujourd'hui? Pas grand-chose, hein, je pense qu'il Tu faut attendrais? subir là. Ouais, Il faut subir, hein. On voit bien les compagnies de transport, tout le monde va attendre, hein. Le plus dur aujourd'hui, c'est comment on dirait? C'est de gérer le social, je pense, hein, d'accord, OK. pour un entrepreneur. Ah, c'était pas le cas avant? L'approche du travail n'est plus c'est plus du tout la même approche, par rapport au travail. C'est pas une critique contre les gens, contre les salariés, pas du tout. Mais aujourd'hui, il faut être, en plus de chef d'entreprise, faut avoir un minimum quand on a du personnel, de formation pour le social, hein. Ou alors le confier à d'autres quand on est suffisamment grand, hein. Et je te poserai ensuite, à la fin la question sur l'intelligence artificielle parce que tu as vu aussi du coup, bien évidemment très récemment cette arrivée, phénoménale, mais tu as aussi vu arriver internet. Est-ce que ça a été dans les changements de mentalité là aussi, pour la boîte, pour toi, un vrai accélérateur? Est-ce que c'est facilement rentré, dans ta gestion d'entreprise ou est-ce que pareil, ça a été compliqué au début d'expliquer auprès des collaborateurs l'arrivée d'internet, de mettre le Carnon en vente sur internet? Comment ça s'est passé tout ça? Alors moi, je l'ai pas vécu beaucoup, parce que je suis quand même parti en 2007, donc dans les années 2000, je pense qu'on a commencé, oui, à mettre sur internet. Alors internet pour la vente, c'est une chose. Bon, ça se programme, ça se met en place, on peut acheter de la compétence à l'extérieur. Mmh. Mais ne serait-ce que l'arrivée de l'informatique dans l'entreprise, sur quelques machines, sur, l'établissement des recettes, les fichiers, les trucs, ça a été très compliqué parce qu'on travaillait avec des gens qui disaient: «On faisait comme ça avant, Donc on va continuer comme ça. donc on va continuer comme ça». C'est quoi le moment là, en 30 ans, si tu peux nous 30-40 ans de business, nous dire à l'entrepreneur un moment, un témoignage où ça a été le plus difficile et tu réussi et puis le moment où ça a été très simple et puis, voilà, 2 moments extrêmes comme ça de ta vie entrepreneuriale? Moi, j'ai pas ressenti de moments très difficiles, c'était pas toujours facile, mais mon caractère étant de dire, de toutes les façons, on n'abandonne pas, on continue. Bon, puis les satisfactions, bah, c'est le retour du client, nous, on a la satisfaction d'entendre dire, «C'est bon», c'est un métier, vendre de la confiserie, c'est vendre que du enfin, on ne vend que du plaisir. Mmh. On vend du plaisir parce que je crois qu'à l'époque, on était à 60 de chocolat et confiserie vendus pour le cadeau et 40 pour l'achat personnel. D'accord. Donc quand on achète pour faire plaisir, on est déjà content. Ouais et tu disais tout à l'heure, tu t'es entouré, c'était l'un des secrets du business. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné et le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans cet entourage-là? Nous, on a la chance dans nos métiers de former des gens, de pouvoir les avoir en apprentissage, de les former.
les avoir 2 ans, voire 4 ans, de ressentir, d'en garder, d'en faire évoluer en interne à l'entreprise. Ce que j'ai fait, moi j'ai eu des gens à peu près toute ma carrière. J'ai eu jeunes qui sont restés avec moi. Alors après, moi j'avais peut-être une fibre sociale, pas paternaliste du tout, mais un peu sensible, hein. OK. Donc on me conseillait aussi de dire on prend des gens, on en reprend d'autres, etc. Bon, tout ça, c'est une. Mais je pense que j'ai pas eu tort. Et puis on avait une relation, enfin une ambiance dans l'entreprise qui était très bonne. Emmanuel Picot nous a donné un conseil dans l'émission L'Addition que je mettrai en description pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec MXM et La Boiserie notamment. La bonne personne à la bonne place. C'est son conseil business qui, lui, après voilà, 40 ans d'entreprise, il garde et il diffuse. Tu es d'accord avec ça? Ah bah complètement. Alors je dirais c'est savoir prendre le plus, le plus d'une personne et laisser le moins. Et quand on a une équipe, il y a des compétences qui sont là, d'autres compétences qui sont là. C'est pas à faire exploiter, c'est pas un beau mot, mais pour l'entreprise, oui, c'est ce qu'il faut faire. J'aimerais qu'on parle maintenant de la manière dont tu as amené le Carnon, que tu l'as sorti de l'Anjou pour l'emmener à l'international. Il est allé dans plein d'endroits. Je me suis noté le Japon, les USA, l'Allemagne. C'est quoi, à un moment donné, le basculement où tu te dis il faut qu'on quitte la France, les frontières hexagonales pour partir à l'étranger? Et comment tu arrives à le faire adopter ailleurs? Alors moi, personnellement, je l'ai subi. Je ne peux pas dire que je l'ai provoqué, Ok, non, mais je me suis donné les moyens en faisant des salons professionnels à Paris. d'accord. Hein, tous les ans, enfin je sais pas, je crois que c'est tous les 2 ans maintenant, il y a le salon international de la confiserie, porte de Versailles. Et moi, dans les années 92-14, je me suis dit: «Il faut que j'y aille». Alors c'est réservé aux professionnels Ok, et là, on rencontre des des gens de partout puisque ça c'est un salon international. On rencontre des comment ça s'appelle? Je veux dire des gens des multicartes et cetera qui viennent chercher des produits pour ça s'est développé. Je vois la région parisienne, ça s'est fait comme ça. ok. Goûter le produit, les gens, je les revendrai bien. Et puis, l'international, c'est les étrangers. Je vois le Japon, ce sont des Japonais qui sont venus sur le stand me voir en me disant: «Ça nous intéresserait». Alors c'est compliqué, hein, parce qu'il faut envoyer des produits et puis le bleu, il y a le problème des colorants. Ah oui, Le bleu, il y a du colorant, donc il faut que ce soit, il y a des colorants autorisés en France, d'autres ailleurs ouais, qui la ne le sont régulation. pas. Ouais. Là, voilà, tout ça, c'est à faire. Le Japon, mon successeur, j'ai vu l'autre jour, il travaille toujours avec la même femme qui les importe là-bas. Et ils ont envoyé pour la Saint-Valentin, m'a-t-il dit, 15 000 petits présentations de Carnon pour la Saint-Valentin, Ok. qui est la fête où ils s'offrent le plus de cadeaux. C'est comme ça, ce sont des opportunités, hein. Je voulais, mais c'était pas facile. Mais par opportunité, rencontrer des gens. C'est pour ça que le succès du Carnon, je dis toujours, le Carnon, ça me souciait parce que c'était un monoproduit. Faire un coup sur le Japon, faire un coup sur ci, un coup sur ça, c'est dangereux. Il ne faut pas s'équiper. C'est pour des paliers. Et c'est quoi? C'est d'abord des hôtels, c'est d'abord d'autres boulangeries qui les vendent, c'est Oui, des alors traiteurs, oui, c'est c'est quoi? beaucoup diffusé dans les boulangeries. Ben, Ok, ça, j'ai eu la chance que ça soit diffusé par l'entreprise Fuseau qui est à Angers, d'accord. qui m'a dit un jour, pour m'aider, il m'a dit, moi, je pourrais le diffuser. Ok. Voilà. Ce sont des rencontres, des opportunités, mais des rencontres. Et est-ce que tous les pays que tu as fait ont fonctionné ou est-ce qu'il y en a où tu t'es retiré derrière? Oui, il y a eu un coup là, un coup là. Ok. Alors, il faudrait voir avec mon successeur où ils en sont exactement maintenant, là. Mais bon, lui, il a redéveloppé ça, oui. Quand on parle d'Angers, et justement, c'est aussi des produits qui vont à l'international, donc on a reçu Emmanuel Picot d'Evolis, il y a Cointreau, il y a Giffard, il y a le Carnon. Pourquoi cette ville arrive autant à sortir des produits iconiques et à les exporter? C'est peut-être grâce aux hommes qui s'en occupent, hein, Ouais. je pense, hein. Il n'y a pas de recette parce que je pense que vous étiez tous un peu, vous vous connaissez tous, surtout cette génération-là. Oui, Vous n'aviez alors, pas une recette secrète, un groupe WhatsApp de l'époque où vous donniez des au tips? travers, si, au travers de la chambre de commerce, déjà, un Ouais, petit ok. peu, parce que bon. Et puis, en ce qui concerne les Carnons, l'Office du tourisme à Angers. Qui a beaucoup poussé? Ah oui, Ok. qui a beaucoup, oui, oui. En faisant le Made in Angers, en faisant des. Puis l'Office du tourisme, des salons du tourisme, etc. Donc, ils importaient des Carnons, du Cointreau, du Giffard, voilà. Si, on a quand même. Oui, oui, si, quand même. Et parmi les choses un peu improbables que tu as fait avec le Carnon, tu as rencontré le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote où justement tu t'échanges un peu avec lui, tu apportes des produits locaux, tu fais la galette annuelle, si j'ai bien compris? Oui, bon, là, c'est pas pour l'entreprise, parce que j'étais élu au niveau national de 1er vice-président de ma profession.
OK. c'est-à-dire la Confédération des pâtissiers de France. Et tous les ans, Confédération de la pâtisserie et de la boulangerie, sommes reçus à l'Élysée pour porter la galette. C'est dans les institutions. Donc, et le dernier mandat de Jacques Chirac, c'est moi qui présentais la galette au président, enfin, qui coupait la première part. L'histoire, c'est que la galette à la présidence de la République, il n'y a pas de fève. Donc, et là, il me dit, vous auriez pu mettre une fève, ça aurait été royal cette année. Voilà. Parce que c'était l'année où il y avait Ségolène Royal, Voilà, l'année des élections. aux Oui. élections, ouais. Et lui, il terminait. Donc, Il n'avait plus rien à prouver. voilà. Comment il était justement dans ces moments-là? Est-ce que c'est la même personne qu'on voyait à la télé, très jovial, très drôle, très Oui, moi, je suis allé accessible, ouais? trois fois, oui, 3 ans de suite. Oui, oui. Oui, oui, très jovial, oui, oui, très jovial. Et nous, les alimentaires, nous avions droit à la visite des cuisines. Et elles sont belles? Oui, 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 ah oui, 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 oui. Cette histoire-là, justement, du Carnon, à un moment donné, tu te dis: «Bon, je l'ai développé pendant des dizaines d'années, en 2007, justement, j'ai envie de passer à autre chose». Tu commences à réfléchir à vendre, à quel moment dans ton parcours entrepreneurial? Moi, j'avais toujours prévu à 60 ans, je voulais m'arrêter. OK, J'ai dit, moi, 60 ans, ce sera terminé. 14 ans, 60 ans, ça fait 46. Et puis aussi l'état de l'entreprise, parce qu'on ne vend pas une entreprise s'il y a plus de crédit en cours. Enfin, il faut des capacités d'autofinancement. Parce que moi, on était quand même 28 salariés, donc plus nous, 2 points de vente, on avait. Et puis bah, les carnons, donc ça pouvait être facile à vendre ou pas facile. Et moi, à 58 ans, j'avais dit à mon expert comptable, de toutes les façons, à 58 ans, on fait au bilan, on présente ça à la vente. Et puis en fait, ça a été relativement simple parce que mon cabinet comptable faisait du rapprochement d'entreprise, donc ça s'est fait naturellement. Et puis 2 mois après, on avait quelqu'un. et tu te souviens comment ça s'est passé? Après, tu peux nous raconter justement les coulisses d'une revente? Ça prend combien de temps une fois que vous avez trouvé le premier acheteur? Qu'est-ce qui est négocié? Bah, de toute façon, négocier, on avait déjà deux pas de porte, bon, les Carnons. Et puis moi, je voulais éviter qu'il y ait du personnel que je sois obligé de licencier du personnel. Ça, c'était un petit peu mon plus gros souci, en fait, OK, hein, parce que je voulais pas que des gens se retrouvent dehors après avoir travaillé avec moi longtemps. OK. Ça m'aurait gêné énormément. Et puis en fait, non, tout s'est très bien passé. J'ai eu un successeur. On a mis 6 mois à établir les protocoles. Tu as fait une plus-value par rapport à l'achat de Ah oui, 60 oui, ans oui, avant? oui, oui, ah De oui, 40 ans? Ouais. ah oui, oui, ah oui, ah oui. Tu disais justement, tu as décidé à 60 ans d'arrêter. C'était un peu ta retraite à toi. Tu as fait plus que Oui, les 44 annuités d'ailleurs prévues aujourd'hui par la j'ai fait ce retraite. qu'il fallait, oui. C'est quoi ta vision sur, aujourd'hui, beaucoup de mes amis entrepreneurs qui se disent: «On n'aura pas de retraite, donc il faut qu'on la fasse tout seul de notre côté». Tu disais, voilà, que, hors caméra, tu avais toujours entendu ça, toi, déjà à ton époque, qu'il y aurait pas de retraite. C'est quoi un peu ta vision là-dessus? Aujourd'hui, Ouais. Est-ce que j'aurai une retraite? oui, oui, peut-être à condition de s'en constituer une, peut-être, en étant sérieux, en... Non, moi, j'y crois toujours. Ce que je dis, la vie est belle, il faut pas... Non, non, il y a de quoi faire. C'est tout, tu pas peur de cette fin du modèle économique français que certains estiment, bah, pas viable, les retraites par capitalisation, qui sont inévitables? Peut-être qu'un jour, il faudra y toucher, oui. De Ouais. toute façon, le social est négocier quelque chose. Moi, j'ai été président de la commission sociale de ma profession, 23 000 salariés, OK. représentant de la profession. Je sais ce que c'est que de négocier avec des syndicats au niveau national. C'est très intéressant, c'est très enrichissant, très, très enrichissant, parce qu'on discute avec des juristes, hein, on n'est pas dans OK. le... Mais c'est très enrichissant et c'est très... Moi, j'ai une vue là-dessus très positive sur l'utilité des syndicats. OK. Parce que ne serait-ce que de gérer le paritarisme, gérer le social, parce que tout ce qui est caisse de retraite, etc., c'est du paritarisme, et le paritarisme, c'est 50-50. Moi, oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était pas toujours facile, comme j'avais du caractère, ça tombe bien, mais des relations d'égal à égal, oui, oui, avec les syndicats, hein. Et ça m'arrive encore d'aller dans certaines... Je suis encore un administrateur de certains trucs. Je rencontre les délégués syndicaux et on est très... Pas de problème, hein, c'est loyal, c'est une force, c'est une contrepartie, hein. Bien sûr.
Tu penses qu'ils ont autant de poids aujourd'hui, les syndicats, qu'à ton époque? Alors, pour la rue, sûrement pas, je pense pas. Mais le paritarisme, oui, je pense, hein. Et dans justement le cadre de cette, représentation que tu avais, tu as rencontré plein de politiques à l'époque et c'était facile? Nous, aujourd'hui, tu vois, on rencontre beaucoup des ministres, ça change malheureusement très vite. Oui. Mais pour les sujets, entrepreneuriaux, finances et bon, effectivement, on peut se dire, on arrive à échanger avec eux, mais parfois, ça ne transforme pas forcément ce qu'ils nous ont dit en réunion ou la vision. On est dans un pays qui, bah, aujourd'hui change très vite, à gauche ou à droite aussi dans la vision, ce qui est compliqué pour un entrepreneur. Est-ce que c'était plus simple à l'époque justement avec des caps? Tous les 10, 15 ans, on savait globalement qu'on serait, dans la même lignée. C'était plus simple à l'époque de discuter avec les politiques ou pas? Mais en ce moment, je suis l'histoire du 1er mai, là, qui est avorté Oui, d'ailleurs pour les boulangers et les fleuristes. Je ne sais pas d'où est sortie cette demande, parce que moi, j'ai vécu, quand j'étais président de la commission sociale, l'histoire du travail du dimanche. C'est pareil, bon, on nous avait dit travail du dimanche, bon. Et je me souviens, c'était Xavier Bertrand qui était ministre du Travail. Donc on est convoqué, enfin on est invité, parce que quand on est représentant d'une profession, on n'est pas convoqué, on est invité, ce qui est différent. ouais. C'est la même chose, on y va avec nos revendications. Et je me souviens être arrivé dans le bureau avec Xavier Bertrand, il y a ses conseillers qui sont là, comme ça. Et puis le travail du dimanche, on voulait rechanger les choses. Nous, on demandait 13 heures, comme c'était. Et Xavier Bertrand, en arrivant, il dit, mais de toute façon, on ne change rien. Les ordonnances de 45, c'était 13 heures. Point, match nul, tout le monde repart chez lui. Le 1er mai, je ne sais pas ce qu'ils ont été chercher comme Titi, le travail du 1er mai, les boulangers et les fleuristes sont ouverts, sur la base des volontariats. Les responsables, les responsables nationaux avec qui j'ai travaillé, franchement, voilà, c'est pour ménager les uns les autres, hein. Et comment tu regardes aujourd'hui justement cette évolution-là? On a pareil, des analyses de personnes qui ont réussi à une époque comme toi, qui sont un peu plus, inquiets de la manière dont la politique s'est délitée. Est-ce que c'est le regard que tu portes aussi sur ça? Oui, je pense, hein, ça va être compliqué aujourd'hui. Enfin, c'est compliqué parce que moi j'ai encore des jeunes chefs d'entreprise qui, oui, oui, c'est plus compliqué, je pense. Et si tu avais un conseil à donner justement dans ces climats d'incertitude à un entrepreneur qui veut se lancer ou qui a sa boîte et qui a encore 20, 30 ans à faire avec, Moi, ça serait de rester en France ou tu lui dirais peut-être d'aller voir ailleurs? il y a quand même beaucoup de métiers à faire en France, hein. Ce que j'ai tout à l'heure, les ressources humaines, bah, ça fait partie du métier. Chose que à notre époque, c'était pas ça. Ressources humaines, on embauchait quelqu'un, on signait un contrat de travail et puis au revoir. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, faut se border, il faut s'adresser à des spécialistes, hein. Mais tu remonterais une boîte en France aujourd'hui, si tu avais 20 ans? Ah oui. Ouais. Quand tu passes devant une boutique, la Maison du Carnon, que d'ailleurs vous avez beaucoup modernisé ces dernières années, tu rentres dedans et tu discutes un peu avec les clients ou avec, justement les vendeurs? Ou est-ce que, bon, bah, c'est derrière toi, bien évidemment, c'est cher à tes yeux, mais tu t'arrêtes pas devant les boutiques? Ah si, si, je m'intéresse toujours, hein. Ouais, Ah oui, oui, si, si. Rue des Lys, à côté de la Maison du Carnon, il y a une boutique qui a ouvert, enfin un salon de thé, pâtisserie. Bon, je suis allé les voir, j'ai demandé, on a discuté. Si, si, ça m'intéresse beaucoup, hein. et j'aimerais qu'on parle justement un petit peu de la vision entrepreneuriale de toi versus la «jeune génération» entre guillemets. Tu es connecté encore à beaucoup de réseaux et je sais justement que tu es très curieux encore aujourd'hui. C'est ça qui nous permet aujourd'hui de discuter, sur ce podcast. Hem, un jeune aujourd'hui qui veut réussir dans l'entrepreneuriat, tu lui conseillerais de faire quoi? De démarrer par quoi? Et de surtout ne pas faire quelle bêtise? Alors les jeunes aujourd'hui, je constate, moi, dans le milieu de la pâtisserie, de la chocolaterie, ils ne cherchent pas à grandir beaucoup. OK. Ils vivent de leur métier, de leurs produits, mais c'est pas une critique, hein, c'est un constat. Mmh. C'est la façon de vivre. Après, de là à passer à l'entrepreneuriat, je ne sais pas si, heu, c'est pas une critique, mais pour certains, ce serait une bonne chose. OK. Ils vivent de leur métier, de leurs produits, ils sont heureux de produire ce qu'ils font, de le vendre, ils en vivent correctement. Ils se génèrent, en fait, leur propre salaire. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Puis à côté, il y a des entrepreneurs, oui. Et comment on sait si on est fait pour, l'entrepreneuriat ou pas pour l'entrepreneuriat? Il faut être curieux, il faut les Bien voir sûr. ailleurs. Nous, on avait l'exemple, c'était le nôtre à l'époque à Paris, hein. Ouais. Le nôtre a créé une école
en 75, parce que le nôtre s'est posé la question en disant: «La pâtisserie, moi, je l'ai développée, Mmh. je fais de la pâtisserie moderne à l'époque et j'ai envie d'en faire profiter les autres». Donc il a créé son école. Bon, c'était une école, il vendait les formations, hein. Mais on est allé moi, je suis allé, chez le nôtre et là, j'ai découvert des choses. On parlait de Paris, entre ce qu'on faisait en province et ce qui se passait à Paris. C'était le jour et la nuit, hein, et on revenait après une semaine de stage, on mettait en application, on vendait. OK. Ah oui, oui, hein. Ah oui, hein. On a été beaucoup comme ça à aller chez le nôtre à faire c'était un développement et puis il nous a appris la production, la congélation, enfin bon, y compris des ressources humaines entre parenthèses, hein. Mais ça a été notre modèle et comment ça a forgé nos ambitions, oui, oui. Et un entrepreneur aujourd'hui, il passe en moyenne, 3 heures sur les réseaux sociaux à se renseigner ou à créer du contenu. Toi, tu faisais quoi de tes journées, quand tu étais entrepreneur à l'époque? Mes journées, moi, c'était, heu, j'étais un petit peu partout et nulle part, mais Ouais, si, j'étais quand même à ma place. OK. Ouais, oui, j'avais une structure, hein, j'avais une comptable salariée, j'avais bon, des responsables de fabrication et tout, mais faut quand même un petit peu, et puis l'extérieur aussi, les relations avec les clients et cetera quand même, oui. Et aujourd'hui, si je te montre un compte TikTok, par exemple, de notre invité qu'on a reçu il y a quelques épisodes, Maxime Tate, qui a Queen King Confiserie à Angers notamment et de plus en plus Ah en oui, France. oui, mais je crois qu'il est venu au club chez nous, nous faire, oui. OK et ben, il vend, 50 de plus de chocolat à travers, TikTok. Toi, ça te paraît fou? Ou est-ce que Non, finalement à la fin, à l'époque, il y avait l'équivalent de TikTok, mais ça s'appelait pas TikTok, c'est peut-être le bouche à oreille, les salons, c'est juste des moyens de moderniser la vente? oui, Ouais, c'est comme ça que tu le vois? moi je l'aurais fait, hein, de toute façon j'aurais suivi oui, oui. Tu te serais lancé sur TikTok à l'époque? Ah ben je pense que je me serais entouré de gens pour le faire, mais oui, oui. OK. Et sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, quel regard justement tu portes sur, parce que là, c'est vraiment une vague un peu nouvelle, autant là, c'est des outils dont on parle, mais là, c'est l'intelligence artificielle, c'est carrément une vague énorme qui peut bouleverser tout un tas de choses. C'est quoi ton regard là-dessus? Alors moi, mon regard là-dessus, j'en ai un qui en est pas un, je trouve que c'est encore un outil de développement. OK, Bon, l'inquiétude est je vois au club de Rotary, là, j'étais avant-hier enfin la semaine dernière, j'ai déjeuné entre un expert comptable et puis je sais plus qui disait que par contre ça va supprimer beaucoup d'emplois? beaucoup certains emplois, Bien sûr. dit dans les cabinets comptables. Ouais. Notaire, tiens, oui, notaire aussi qui disait que mais je crois que c'est comme toute chose, ça va se faire, ça va passer, il y aura d'autres métiers. On a pris quelques questions que les gens avaient sur les autres podcasts ou que les gens se posent et sur lesquelles j'aimerais que tu nous éclaires un petit peu. On parle beaucoup de burn-out et de santé mentale du dirigeant aujourd'hui. Est-ce que toi, justement, dans ta carrière, il y a des moments où tu as trop tiré sur la corde? Est-ce que c'est finalement les réseaux sociaux qui font qu'on est un peu trop, anxiogènes, nous les jeunes? C'est quoi ta vision sur, l'équilibre entre le travail et justement ne pas trop tirer sur la corde? Alors le burn-out, moi je peux le comprendre je peux le comprendre. Moi j'ai une fille, qui vient pratiquement subir un là, D'accord. dans son réseau d'activité. Je peux le comprendre, mais on peut comprendre aussi peut-être que, oui, enfin TikTok et tout le reste, moi le premier, des fois je suis un petit peu trop accro Aux algorithmes? à suivre des nouvelles, à suivre des trucs, à suivre puis je me dis après tout: «Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ça?» C'est vrai. Ouais, on n'a pas la main dessus. Est-ce qu'on se met pas trop, Moi j'ai pas, bon j'en ai eu marre comme tout le monde, hein. Mais toi, tu as jamais eu de burn-out dans ta carrière? Non, non, non. OK. Parce que bon, j'ai eu la chance aussi, d'avoir une vie un peu équilibrée. On n'avait pas de problème de santé, de choses comme ça, parce qu'après, il y a des gens qui ramassent des trucs, bon. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure justement sur, chaque chose en son temps. Ma génération peut vouloir trop vite, trop de choses. Toi, pareil, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que finalement, aux gens patients, tout finit par arriver, aux gens qui prennent le temps, la patience est mère de toutes les vertus? C'est quoi ta vision là-dessus? Oui, bah, la patience, mais il y a des limites à la patience aussi. Quand je disais tout à l'heure, on peut pas tout avoir en même temps, mais c'est tout avoir en même temps limité dans un nombre d'années. Ouais, Nous, la génération d'avant, dans l'artisanat, c'était, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, puis tout d'un coup, ah ben oui, tiens, il y a autre chose. Tandis que moi, déjà à l'époque, on séparait les choses. Évidemment, si on dépense, avant d'avoir l'argent, c'est compliqué, hein. Mais je pense qu'en étant faut pas séparer la vie faut séparer la vie privée du travail,
Mais faut oui. Qu'est-ce qui t'impressionne aujourd'hui le plus chez les jeunes entrepreneurs et ce qui t'inquiète le plus? Bah, il m'impressionne, non, je vois que ça continue et ça me plaît, OK. hein. Alors ça me plaît beaucoup. Ce qui fait peur, non, parce que je crois que d'abord quand on est jeune, on n'a pas peur. On peut se reconvertir en plus. Ouais. On peut se reconvertir et je constate qu'à Angers, il y avait plus de pâtissiers pratiquement. Il y en a 4-5 qui viennent de s'installer là, mais des petits des points de vente, voilà, des choses, bien ciblées. On a 2 questions qu'on pose toujours à tous les invités qui viennent sur le podcast de Cube. Je te pose la 1re, c'est le plus petit dénominateur commun à ton succès. On donne généralement 6 grandes, thématiques: la vision, l'exécution, le risque, la résilience, le réseau ou le timing. Parmi ces 6 visions-là, quelle est pour toi la partie qui t'a le plus servi, et qui t'a permis de réussir? Alors, Je te les redonne: oui, la vision, l'exécution, le risque, la résilience, le réseau ou le timing. Si tu devais choisir une seule chose de ces 6, qui a été le plus le petit risque, dénominateur? Le risque? La prise de risque? oui, le premier de risque. Ça me plaisait bien parce que quand j'avais plus de risque, fallait que j'en prenne d'autres donc oui. Oui. Et ce serait quoi le plus gros risque que tu as pris dans toute ta carrière, s'il y en avait qu'un à citer? Investir à des moments où j'ai investi, sans me poser les questions, si ça marche pas, comment je fais? Et la deuxième question qu'on pose à tous nos invités, c'est une question plus philosophique. Qu'est-ce que l'argent ne t'a pas permis d'acheter dans ta carrière? Alors dans ma carrière, pas grand-chose, mais à ma retraite, la santé. C'est là que je me suis rendu compte que, pour mon parcours personnel, mon épouse, au bout de 7 ans, a pris la maladie à la mode et donc elle en est décédée et là, on se rend compte que la carrière, l'argent, on peut donner ce qu'on veut, ça sert à rien. Voilà, c'est l'argent pendant ma carrière ne m'a jamais ni grisé, ni j'ai ni regret, ni oui, ça m'a pas grisé. Ça m'a permis de me payer des beaux voyages, ça m'a permis de après tout, c'était ma récompense pour le boulot que j'avais fait. Ça, c'est quand même satisfaisant. Mais oui, non, mais le côté, oui, de c'est là où on se dit: «Tiens, oui». C'est pour ça qu'il faut pas carrière professionnelle, oui, mais il faut garder quand même un peu de vie privée et une vie, Merci beaucoup Michel pour tous tes conseils sur ce podcast. merci, c'était sympa de discuter, d'écouter un ancien.